Bonjour tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode de The Afterworlds, le podcast 100% dédié au championnat du monde 2020. Je suis Aboutine et pour m'accompagner aujourd'hui, toujours inlassablement, j'arrive pas à m'en séparer, Laure Vallée qui est là. Ouais, Et bah désolé, hein. désolé d'être là. Et on a Chapi Chapeau qui débarque tout droit venu de Yes. Solari. T'as fait au gaming et maintenant t'es Ouais, dans Afterworlds. Chap, ça va? exact. Bah ouais, ça va, écoute, j'ai suivi un peu les games aujourd'hui, même si je streamais en face. Mais ouais, c'était des bonnes games overall, hein. Il y a eu quelques stomps, mais il y a eu des bonnes games. Est-ce que tu kiffes depuis le début, en fait? C'est surtout ça la question. Ouais, depuis le début des Worlds, je trouve que particulièrement ces Worlds-là, la méta est... En fait, il y a beaucoup de games qui sont joués à la draft, je trouve. Il y a peut-être même trop de games qui sont joués à la draft, ou bah, peut-être pas, enfin, ça demande un point de vue un peu plus expert, mais disons que quand tu as la game est finie, tu te rends compte que bah en fait ils pouvaient rien faire, que la game était injouable pour eux. Et ça c'est un truc bah, justement qui doit être vu par les coachs en amont, Mhm. mais c'est dur même pour un joueur. Bon, je pense qu'être à un bon niveau, c'est dur même pour moi de voir une draft où je me dis merde, des mecs vont rien pouvoir faire quoi. On en Moi, je vois parlera le truc aujourd'hui. dans l'autre sens, un peu. Si je peux commencer à ouvrir le sujet, genre, je vois ça dans le sens où... Parce que c'est notamment les équipes dominantes, j'imagine, où Mm. tu vois une tendance comme ça. Et je trouve que les équipes dominantes, enfin, qu'on attendait fortes, sont venues tellement bien préparées qu'elles savent quoi attendre. Ça a été le cas dans la gamme de Team Liquid, notamment, on en parlera plus tard, mais qu'elles savent exactement quoi attendre des autres équipes et qu'en fait, elles ont tellement bien compris la méta qu'elles arrivent comment dire, à faire ressortir ce côté-là. Et justement, oui, elles sont meilleures à la draft, mais c'est notamment, je pense, juste un problème de préparation. En fait, il y a des équipes qui doivent catch up. Ah oui, 100%, hein, c'est sûr, hein. De toute façon, c'est des histoires de champion pool. En général, c'est quand même rare que tu aies des si grosses erreurs de draft à ce niveau-là, quoi. À mon avis, c'est plus des histoires de champion pool. Alors, je pense qu'il y a deux aspects dessus, mais on en reparlera justement. Je pense qu'on peut juste. Bah, écoutez, vous êtes en train d'en parler, donc je veux pas, je veux surtout pas Allez. être un frein. Team Liquid contre Sunning, on est parti avant même de faire G2. Team Liquid contre Bien sûr. Sunning, je vais rappeler rapidement les clés de draft pour les gens qui n'auraient pas regardé la game et qui voudraient quand même avoir un feedback sur ce qui s'est passé. Team Liquid qui first pick Syndra, qui était un pick un peu controversé, dont on a parlé pas mal hier avec Twixu sur est-ce qu'on peut vraiment blind pick Syndra quand il y a plein de counters qui existent. Bon, a priori, c'était pas le pire problème de la Non, game. Et vraiment derrière, pas. Team Liquid qui vient nous afficher un joli Twitch Rakan blind. Ça avait marché au play-in contre des équipes forcément de niveau inférieur. Bon, contre Sunning, la réponse est Draven Leona. On banne même pas la Leona en 4-5 du côté de Liquid, alors qu'on sait que Leona est probablement le support le plus difficile à jouer quand on joue Rakan. Et du coup, c'est un Le pire, énorme c'est qu'ils pulvère. bannent Renekton pour pick Volibear ensuite, genre dans leur dernière rotation. Donc, oui, justement, je pense que le ban, selon moi, Renek a été waste dans le sens où il voulait prendre Volibear quoi qu'il arrive et que la Leona aurait peut-être pu arriver s'il pensait prendre Le pire, c'est cette qu'ils bannent botlane. Renekton, ils bannent Renekton en 1-2-3. Ils bannent même pas Ouais, Renekton ouais, en ouais, c'est 4-5, bon. quoi. Ils bannent Wukong et 7 pour prendre un Volibear qui sera contré par un Jax, qui avait été extrêmement bien joué aussi, puisque Jax n'est pas censé gagner. Enfin, t'es pas censé trop gagner l'early contre Volibear, parce qu'il a un shield, press the Ouais. attack et tout. Et là, le Jax qui était en train de se foutre de leur gueule allègrement. Donc forcément, En bah, left side. la question, Les Chap, proxys, genre, c'était ouais, terrible. je dirais quasiment le sujet que tous les analystes Twitter ont fait, et même moi j'ai mis mon petit tweet, c'est on peut pas blind Twitch, qu'est-ce qu'ils ont branlé? Et je sais pas, Laure, Chap, qu'est-ce que vous pensez qu'il Bah, s'est passé? je pense que ils évaluaient peut-être trop fort le Twitch Rakan. Je pense pas que, évidemment, de toute façon, en fait, Twitch, ça reste quand même un perso vachement faible en lane, quoi. Hmm. Là, ils se sont fait littéralement counter les deux champions en bot lane par les deux vis-à-vis. Il y avait juste rien à faire, mais je pense qu'ils voyaient juste trop fort le Twitch Rakan et trop prioritaire. Hmm. En fait, moi, je vois alors, je suis d'accord avec toi, Chap, et je vois les choses en deux temps. Tu te rappelles, hier, on disait que justement, la draft de Liquid n'avait pas trop de sens parce qu'ils s'étaient drafté un topside de la map et une botlane qui marchaient pas ensemble. On avait, non, Avec la on Nidalee, c'est avait, ça? On avait ouais, Caitlyn c'est ça. Lux
Ouais. Ouais, Kenji c'est ça. Lux et Mordekaiser C'était ça. top. Et on avait aucun Ouais. CC avec une Orianna mid. Et du coup, c'était Graves, je crois, dans la jungle. Du coup, il pouvait pas Absolument. vraiment, Et on pas avait vraiment mettre dit la qu'on pression. attendait Core GG justement sur des pics qui soient plus en engage, des pics, pourquoi pas, qui puissent prendre la priorité ou qui puissent aller impacter le reste de la map. Donc je sais pas, je me dis que justement là-dedans, c'est ce qu'ils ont peut-être essayé de faire en un sens, parce qu'on sait que Rakan et Twitch, c'est des champions qu'ils aiment bien. On sait que Core GG sur son Rakan, enfin, il fait le taf. Et quand j'ai interviewé Sword Art justement juste après la game, c'est exactement ce qu'il m'a dit. C'est genre, on a fait nos recherches sur Team Liquid, on a vu qu'ils aimaient bien ce genre de champion, on les a pas ban intentionnellement parce qu'on s'est dit qu'ils allaient sauter sur l'opportunité, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils avaient une réponse. Donc ouais, voilà. Encore une fois, ça fait écho à ce qu'on disait. Les équipes qu'on annonce comme étant dominantes, bah voilà, ont une très très bonne lecture de leurs adversaires et de la méta de façon générale. Parce que c'est quand même des pics qui sont plébiscités. Twitch, il est pas mal ban. On sait que voilà, justement, s'il y a l'opportunité que le pic soit joué, ils allaient sauter dessus. Après, il y a un truc, là je me permets de parler un peu avec l'expérience, c'est que plus tu es dans une bonne équipe, plus tes individualités sont fortes, plus les mecs ont des champion pool élevés. Parce que généralement, en fait, un joueur de League of Legends, même lambda, même vous, moi, tu as toujours, on va dire, 4-5 picks que tu joues régulièrement en ce moment, que tu connais vraiment très très bien. Ouais, Et clairement. quand tu es vraiment très très bon, en fait, tu peux quasiment te permettre de pas trop les jouer en solo queue et de train tes seconds et tes picks spécifiques. Et par exemple, Draven, c'est littéralement un champion un peu d'OTP où tu peux pas faire ça. Donc c'est vrai que bah, forcément, plus les équipes, tu dis, elles sont mieux préparées. Mais je pense que tout le monde sait que Draven, ça counter Twitch. Mais tout le monde Oui, peut bien pas sûr. sortir un Draven, tu vois. Et c'est là où on voit aussi la qualité de Suning, pardon, qui drop ça. Il y a un truc dont on avait parlé lors de la quand j'avais dit que les NA seraient pas ridicules, d'après ce qu'on avait vu au play-in, j'avais dit parce que ça joue slow. Et le play-in, c'était des full clear, des junglers qui se retrouvent chacun, un crap chacun, et on se retrouve, on uncheck des teamfights au dragon. Très bien. Et moi, ce que je vois, et je sais pas ce que t'en penses, Laure, je trouve que la vitesse de jeu, c'est énormément accéléré, tu vois. On a une Nidalee qui proxy entre la terre et la T2 bot avec le Draven Leona, et on punit sur les 3 premières waves, la game est finie. Et là, les NA, ils peuvent plus suivre, quoi. Ouais, mais c'est marrant que tu me dises ça parce que honnêtement, avant les Worlds, genre j'avais vu un peu les groupes de play-in et tout, et je me disais Team Liquid qui avait eu une période de ralentissement un petit peu sur leur fin de saison, sur leur play-off. Justement, les play-in, ça va leur permettre de se mettre en plein dedans. Et vu les games qu'ils ont fait au play-in, justement, je trouve que c'était un autre Team Liquid. Enfin, après, évidemment, ça a à voir avec les équipes contre lesquelles ils jouaient, et donc du coup, bah voilà, on se rend compte que l'écart de niveau, il est quand même assez flagrant. Mais Team Liquid n'était pas du tout ridicule dans le play-in, et je pensais que ça leur donnerait l'élan justement d'aller pouvoir titiller ce genre d'équipe. Mais je sais pas, est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils jouent derrière? J'ai pas l'impression que ce soit ça non plus en fait. Chap. Pour moi, c'est juste, pour moi, cette game-là, bon, Ça joue au-delà à la évidemment draft. oui, bien sûr, sûr, évidemment, mais au-delà des individualités, comme je le dis, ça se joue clairement à la draft et sans doute à la préparation aussi. Hein, Après, je pense que c'est peut-être un peu dur d'avoir des informations sur les joueurs chinois de par le fait Il y qu'ils en a voilà, ils sont aucune. sur un... Oui, voilà, c'est ça, Honnêtement, il y en a c'est aucune. très opaque en fait, le serveur, le super serveur chinois. Évidemment, bah, tu as les infos de la ligue, quoi, de ce qu'ils ont joué lors de l'année. Mais bon, si le mec te sort jamais de Draven, comment tu peux anticiper ça, quoi? Donc, je sais pas, pour moi, ouais, ils se sont juste fait Honnêtement, avoir, quoi. Draven, ça fait partie des bruits un peu de Scream, enfin de Scream oui ou non, parce que quand tu vois comment le jeu est joué et la méta qu'il y a, tu peux t'imaginer que s'il y a un maître de Draven, il sortira un Draven. Bonne nouvelle pour Ansama d'ailleurs, Ouais. ce genre de truc. Mais ouais, non, ouais, comme tu dis, on en vient à la préparation et au champion pool et à la capacité qu'ont ces équipes à pouvoir sortir des pics sur lesquels tu les attends pas. Et c'est ça que je trouve cool avec Suning, qui est quand même une équipe qui est super jeune à part Sword Art. Et je m'attendais pas à les trouver à ce niveau-là aussi créatifs et aussi décisifs sur leur première round de World. Après, oui, ils jouent à domicile et oui, ça reste la LPL. Mais honnêtement, je regrette parce que je les ai vraiment sous-estimés au début du tournoi. Mais c'est une putain d'équipe. C'est une putain d'équipe. Ah oui, On c'est peut les sûr. Bah, de mettre, toute façon, si de 3 LPL, je veux le dire, le niveau est quand même très très relevé, quoi. Ah ouais. C'est probablement la meilleure région du monde actuellement, quoi. Et TL, ouais, ici, ils ont voulu se rassurer, je sais pas. Moi, c'est ça Généralement, que c'est quand tes je scrims vois à sont pourris, travers ouais. ça, c'est le confort. Donc ouais, voilà. Mm. Je sais pas comment vont les scrims de TL, aucune idée, mais ouais, Il y a quand même un Puis truc. c'est logique, en fait, quand tu arrives en tant qu'underdog dans un match, non? Ça, tu peux me le dire peut-être, Zab, Ouais, de quand t'arrives. te rabattre sur l'équipe de En fait, ça va vraiment dépendre de ce qui. Généralement,
en fait, malheureusement, quand tu es un coaching staff, t'as pas trop de data. Tu vois. Tes joueurs, ils jouent un certain nombre de games par jour. Tu essaies de prendre l'échantillon sur lequel ça a le marché le plus régulièrement, parce que tu peux gagner un scrim avec un pick, mais de l'avoir joué qu'une seule fois. Et après, tu essaies de définir une tendance. Et quand t'as pas trop de résultats, tu dis on stage, ça va jouer un plus lentement. Et tu vas essayer de prendre des pics de confort en espérant que ça passe. Tu vois. Et là, ils se sont fait exploser. Justement, c'est vachement intéressant. Et c'est une question que j'ai, enfin, ou presque une remarque, parce que je pense que c'est que on dit TL a drafté des losing lanes, ils se sont fait exploser par Suning. On peut pas drafter des losing lanes comme ça, c'est un attentat. Très bien. Ok, partons de ce principe-là. TES, dans l'autre match de la soirée, draft. Comment dire, ouais, TES draft le Nocturne contre le TF, je suis d'accord, mais draft Senatam Kench contre Draven Thresh, donc ils n'ont pas la priorité de lane. Renekton Blind, ils se prennent une Queen, ils n'ont pas la priorité de lane. Et ils jouent TF mid. Et Blind Senna, ouais. Et ils jouent Nocturne mid contre TF, qui peut contester la priorité de lane, mais TF étant le match control, il n'a pas la priorité de lane. Et en plus d'Erix, je joue Lee. Et là, tu vois que dans un cas, Suning pulvérise Liquid, il n'y a pas de game. Et dans l'autre cas, avec 3 lanes gagnantes, DRX n'arrive pas à battre TES. Donc je mets quand même vraiment mal de respect pour l'exécution de Suning, parce que c'est très dur à exécuter une Draven Draft. Je sais pas ce que t'en penses, Chap. Ouais, oui, c'est sûr que... Après, ça dépend à quel point la lane est facile. Là, pour le coup, je pense que la lane était vraiment ultra facile, quoi. Je vois pas un monde où... Et en plus de ça, il y a eu le setup où il y a eu un cross-map et la Nidalee a joué bot side tout leur game, où Bin a joué en 2v1 et il arrivait quasiment à gagner le 2v1. Mais ouais, SFM les a mis beaucoup trop bien en bot avec le deny de 3 wave en early game. À partir de là, le Draven, il est enable. Il a une Nidalee en jungle qui a le perma winning matchup. Il a le backup potentiel du Galio au mid. Bon, s'il prend un kill, la game est pliée, quoi. Donc, et je crois, je sais plus, je me souviens plus exactement de la game, mais je sais pas s'ils ont fait un play au bot à base de TP, sachant qu'en plus ça, ils ont 2 TP, donc le setup de gank au bot, il part super vite, quoi. Genre, double TP bot, Draven récupère un kill par malheur et on n'en parle plus, quoi. Après, ça part sur un, comment dire, l'early game de Suning, il part sur un invade red. Ouais, ils split map bot side et ils veulent jouer pour étouffer et ils forcent le split. Donc du coup, le vrai souci, c'est que voilà, justement de l'autre côté du raid, et après ensuite Suning qui invade et qui prennent le raid, et là il est et quand on voit que le Jax ça lui fait pas du temps, en fait. C'est tout ça qui est important. C'est ça, mais c'est surtout qu'en fait quand on voit le Jax burn son flash in en étant weak side, parce qu'il joue sur un split side, il a un split side sur sa lane, donc théoriquement il est pas censé aggro, et que sans son flash, il s'en sort en 1v2 sans mourir et récupère la wave. Ça veut dire que Broxa a pas farmé pour pas mettre la pression au Jax pendant que sa bot lane perdait 3 waves. On savait que de toute façon celle-là, oui, c'était emballé, quoi. Ouais, exactement. Dans le même groupe, peut-être pour rester, parce que je pense qu'on a assez parlé de TL, on les retrouvera bien évidemment. TL qui se retrouve en difficulté, Suning qui confirme que c'était pas un accident de tenir G2, et G2 qui ont confirmé que... C'était pas un accident de gagner. Ouais, c'était pas un accident de gagner, exactement. G2 qui ont confirmé que qu'ils étaient en forme, pas tous en même temps, pas tout le temps dans la game, mais G2 est en forme, donc affrontement contre les Machi et pas les Mochi eSport, il va falloir quand même que j'arrive à me... Je suis bien sorti aujourd'hui. Bravo Laure. Qui nous sortent un Camille Galio. J'avais suivi le cast sur Gaming, un très très bon cast de Duke qui expliquait beaucoup de petites choses. En tout cas, qui mettait les bons mots pour expliquer les concepts qui parfois sont difficiles à expliquer. Et le Camille Galio contre le Mordekaiser de l'autre côté, c'était un peu l'histoire de cette game. Laure, toi en plus, bon, t'es spécialiste LEC, t'es rassuré par G2 après ces 2 journées? Un peu plus, dans le sens où, même si c'était encore une game Messi, même s'ils ont eu du mal à la finir avec l'Ocean Soul, d'ailleurs c'est marrant parce que hier ils ont réussi à gagner une game alors que l'équipe adverse avait l'Ocean Soul et aujourd'hui ils ont eu du mal à close. Mais comment dire, sur la globalité, sur les setups, sur la vision, sur le jeu en équipe, sur la communication, j'ai l'impression en général, c'est un truc dont Mickey m'a parlé, ils étaient plus en phase qu'hier. Est-ce que c'est encore un niveau de jeu optimal? Non, mais on a vu des bonnes choses. Justement, ils ont su que Wunder serait une pièce maîtresse de la composition, donc on va essayer de l'avantager en early. J'ai beaucoup apprécié la créativité de Mickey sur son Takench aussi.
qui est un truc que j'avais honnêtement jamais vu, et ça rend le champion un petit peu intéressant parce que le moment où il 1v1 il 1v1 la Senna, enfin ouais, c'était assez drôle. Mais ouais, comment dire, des longueurs, des skirmishes qui pourraient être évitées pour pouvoir avancer plus sur la map, mais globalement ouais, G2 c'est de plus en plus propre, et on reviendra sur cette conversation. Est-ce que c'est contender pour le titre? Bah en tout cas on s'en rapproche peut-être bien. Chap, C'est encourageant. Chap, Ouais, toi, par G2. rapport à la game. Non, la game et G2 en général, parce que c'est D'accord. vrai que bah, le problème qu'on a dans ce genre de format, c'est que on a un invité fixe et un invité variable. Donc, Moi je follow up donc sur notre Laure, elle donne day by day, mais j'aime bien avoir, tu vois, un peu ton feeling, ta tendance sur toute la compétition. Je sais que tu regardes beaucoup. Est-ce que tu es rassuré sur le fait que G2, on va dire, est un top. Bon, top 8, ça a l'air d'être évident, mais est-ce que G2 est un top 4 contender ou pas pour toi après ce que tu as vu, du moins? Pour moi, G2 peut sortir en quart. Hein. Dans un monde où voilà, il y a JD Gaming qui finit deuxième, ou peut-être même, enfin pour moi, G2 c'est moins fort que l'année dernière, clairement moins fort que l'année dernière. Oui. Je trouve que Perks il est plus dans sa méta. Perks à la méta Xayah Kai'Sa c'était exceptionnel. Là c'est plus poussif. Je pense que le swap qu'ils ont fait au Spring Split, ça a peut-être donné envie à Perks de revenir sur la mid lane. On l'a vu beaucoup se plaindre du rôle sur les réseaux et se plaindre de la solo queue sur Twitter. Je pense pas que G2 soit au niveau de l'année dernière. Je pense pas qu'ils aient le niveau pour faire un top 4, même si c'est sûr que voilà, sur des individualités, ils sont capables en fait, ils ont des éclairs de génie, G2. Ils sont trop forts en teamfight et ça peut leur permettre d'aller loin. Mais je trouve que Janko c'est un peu faible sur ce début de World. Ouais. Janko c'est un peu faible, je trouve Perks un peu faible aussi. C'est intéressant. Ouais, avec mon Wunder qui va faire des TP un petit peu hasardeux par moment, mais quand même, genre, on l'a vu sur sa Camille aujourd'hui. Wunder qui a pas joué à WoW, qui était cloîtré en Chine à jouer en solo queue en solo queue chinoise, là, il est à fond, quoi. Ouais. C'est marrant d'ailleurs parce que c'est pas, enfin, théoriquement, on a tendance à dire que bon, Caps c'est toujours dans les compétitions internationales et les grands moments, Caps il se révèle toujours être un pilier de cette équipe. C'est très très rare de voir Caps rater une série. Ça peut lui arriver, mais bon, c'est toutes les, c'est lors des équinoxes quoi. Il fait des sales games, il fait des très sales games. Ouais, mais des games, oui, mais des séries ou tu vois des tournois, c'est assez rare de voir Caps régulièrement, tu vois, échouer. Mais c'est vrai que d'habitude, l'homme fort, bah, c'est Perks, qui apporte la flexibilité, qui apporte le shot call. Il a eu un Summer Split qui était compliqué. Et il est revenu. Le jeu a été extrêmement difficile parce que il n'a pas joué le Spring Split, qui était très polarisé autour de la méta botlane avec les 200 ans de Aphelios, la sortie de Senna, Fasting Senna. Il y avait énormément de choses. Ça jouait des mages, des bruisers. Je pense que c'était une méta qui était pour lui, mais il jouait mid. Ils font l'inversion. Non, il jouait pas mid. C'était pas au Spring. Non, il jouait bot. Non, au Spring, il jouait mid. Il jouait mid, ouais. Ouais, c'est ça. Au Spring, il jouait mid. Je veux juste confirmation. Il arrive au Summer. Il a ses problèmes personnels, ce qui fait qu'il n'a pas le temps de se réhabituer. La méta passe de complètement polarisante à complètement utilitaire. Et il arrive dans des Worlds où c'est des H qui sont probablement les pics les plus difficiles à manipuler. Donc lui, il n'est pas là. Par contre, de l'autre côté, j'ai l'impression que le support, le mid et le top chez G2, ça carry hardcore. Pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais probablement le meilleur top laner de la compétition, je dirais. Pour un des meilleurs en tout cas, dans le top 3, Wunder. Wunder ? Ouais, c'est sûr. Ouais. Top 3, oui, mais le meilleur, non. Quand t'as Nogori, tu peux pas dire ça en fait. Ah, mais Nogori, le problème, c'est que toute l'équipe joue parfaitement. C'est pas dur de. Oui, c'est je suis toujours pareil. Mais c'est pour ça que tu me disais le meilleur. Non, ok. Ouais, top 3, enfin. Dans les top laners, oui, c'est sûr. Clairement. Je pense aussi, ouais. Je pense qu'il est peut-être même au-dessus des top laners chinois. Je pense pas que les top laners chinois, ça soit le meilleur lane. Je trouve PK incroyable, mais c'est tout. Mais après, bon, PK, il est pas chinois. Il est pas chinois, mais. Non. Bref. Pour continuer, peut-être, on a fait ce groupe A. Bon, les tendances du groupe A, clairement, c'est G2 Suning qui devrait sortir. Machi qui joue très bien. C'est vrai que bon, c'est difficile de se hyper pour ces équipes qu'on connaît pas bien, mais faut reconnaître que la qualité de jeu développée est intéressante. Ouais. TL qui va avoir du mal à trouver sa place après le Seed 3. On verra qu'on a eu la première victoire nord-américaine et on attend peut-être une victoire de TSM demain. On va passer à ce groupe B qui donnait la fin de ses réponses pour la phase allée des matchs. Hein. Donc la prochaine fois qu'on les verra, ce sera une journée complète de match avec la résolution du groupe. Un groupe
qu'on connaissait très difficile pour PSG et pour Rogue. Encore une fois, la tendance se confirme. On a donc Damwon qui... Bon, est-ce on peut encore faire l'éloge de Damwon tous les jours en se disant mais qu'est-ce qu'ils sont forts? Damwon qui joue bien, Damwon qui joue propre, Damwon qui se font un petit peu enquiquiner par le PSG, mais je dirais presque un match anecdotique dans le sens où, à part le match retour JDG Damwon, je sais pas si toi, Chap, qui avait regardé la première game, je crois que tu étais sur au gaming la première fois. Ouais. Est-ce que Damwon va perdre une game dans ce groupe? Je pense pas, honnêtement, je pense pas. Quoique JDG, je pense que JDG, la première game était un peu injouable à la draft. La première game contre JDG. Je pense que JDG peut peut-être contest. Évidemment, ils seront pas favoris. Mais par rapport, en tout cas, à cette game contre le PSG, j'ai regardé leur ligue, je trouvais que leur ligue game de PSG était vraiment, vraiment intéressant, vraiment très créatif, avec le Nautilus qui roam un peu de partout sur la map. Je trouvais ça, ça va rappeler la série de Moscow 5 contre Dignitas avec le Urgot Solobot et le Alistar Enferma Roaming. Mais ce qui me choquait un peu, c'était qu'il arrivait à stick en XP avec ce Thresh, alors que, enfin, il a dive 2 fois top lane, il a mis un flash hit mid, il a été super proactif sur la map et il a réussi à coller en XP. Mais bon, après, forcément, bon, tu joues Damwon en face, tu tues Nuguri 2 fois, ça y est, il s'énerve et il explose la game, quoi. Ouais, bah c'est broken. Laure, tu veux rajouter un mot sur Damwon ou tout ce qui peut être dit a été dit sur l'équipe pour l'instant? Pas grand-chose. J'apprécie la créativité de la draft PSG Talon sur cette gamme. Mais le Kennen de Nogori, on le connaît. Et il y a quelques actions qu'on a tous en tête, je pense, du match de ce matin qui résument à quel point ce joueur est en maîtrise de son champion, quoi qu'il arrive, même pendant des 1v4. Donc, ouais, non, voilà, on est sur la continuité d'un Damwon qui. C'est ce que je te disais en off. C'est pas qu'ils jouent avec leur nourriture, mais c'est qu'ils sont en total contrôle de la situation, quoi qu'il arrive, et que même s'ils concèdent des choses, c'est pour rebondir plus tard. Et donc, voilà, c'est une équipe qui continue d'être très impressionnante. Ouais, la Corée. On parlera peut-être un petit peu, on fera un point sur un peu l'état de force des régions une fois qu'on aura fini de faire les matchs de la journée. Je passe rapidement sur Damwon, non pas que, comment dire, on peut écrire un livre sur comment Damwon joue à League of Legends, et en même temps, est-ce qu'on en a vraiment envie, juste profiter du résultat? Finalement, dans ce groupe-là, la vraie enjeu, c'est cette seconde place, avec un Rogue qui a explosé nos attentes vis-à-vis des performances qu'il pouvait avoir en fin de summer, et qui arrive quand même très préparé. Donc le match d'aujourd'hui était extrêmement attendu. JDG, seed 2, quasiment 1,5 de la Chine, qui affronte Rogue. Finalement, ça va pour JDG. Je rappelle rapidement la draft parce que je pense que c'est une game dont on peut parler peut-être un peu plus longtemps. Donc on avait un Renekton Lilia Zoé, donc un AP mid jungle où si tu prends pas des sandales de Mercure, tu meurs avec Renekton top. Et un Caitlyn Bard, donc très botlane centrique du côté des JDG. Et du côté des Rogues, on est revenu sur le Azir. Et en face, on avait donc Volibear Nidali, qui est un très bon top jungle. Et donc ce Azir avec Blitzcrank H, généralement une H qui n'est pas mise avec Blitzcrank. Vous qui avez pu regarder la game, non pas en accéléré, mais en vitesse réelle, qu'est-ce que vous avez pensé de la vitesse de Rogue? Et est-ce que vous pensez qu'il y a toujours de l'espoir pour Rogue? Chap, t'en penses quoi? Alors, par rapport à la game, je trouve la draft de JD Gaming juste 1000 fois au-dessus de celle de Rogue. Le Lilia, en fait, le truc c'est que la compo de JD Gaming force à la cleanse, à mon avis. Le Lilia, Zoé, ça, en mid game, je me souviens du contest du 4e Drake, les JD Gaming qui ont la position et qui envoie bulle, et puis voilà les les petites boules de bowling là de Lilia sur la mid lane. Et dès qu'il y en a un qui touche, le mec il se prend ulti de Caitlyn, il prend mid life. Enfin, en fait, la draft était trop oppressante à jouer une fois passé devant. Et le truc, c'est que quand t'as Bard et Caitlyn et même Renekton, en fait, c'est que des lanes qui sont gagnantes et qui, entre guillemets, par défaut, vont être devant. Bon, évidemment, il faut bien jouer ça aussi. Mais le fait que ouais, y a ça et plus le fait que là en face il y a pas de cleans en fait, il y a TP mid, il y a un heal en ADC et puis en plus Vander qui est sur son Blitzcrank support qui est forcé à faire un Michael first. Je pense qu'ils s'en sont rendus compte en fait. Deuxième Blitzcrank compétitif. Ah oui, J'étais super étonné de ce pic, Laure, forcément en travaillant en LEC. C'est le pocket pick des supports underdog dans les championnats du monde. Parce que quand tu y penses, t'as Vander qui a sorti ça,
L'an dernier, non, t'as Ignar. Ignar. Et l'an dernier, t'as le support de Splice, dont j'ai oublié le nom. C'était North Karen, Promiscue. qui avait Ouais. sorti un plus grand possible. Oui, pardon, pas Promiscue, North Karen. Toré. C'est vrai, Excuse-moi. exactement, chercher Donc son voilà. nom. Mais ouais, non, à part ça, enfin bref, non, c'était juste la petite anecdote. Mais non, là par contre, là où je comprends pas un truc, Chap, toi qui es jungler, Ouais. j'aimerais bien que tu nous expliques. Lilia, depuis le début de la compétition, c'est un pick dont on a beaucoup parlé, qui a peu de succès. Pourquoi il prenait Sens ici et pourquoi, comment dire, et pourquoi le pick a eu aussi peu de succès, vas-y, aussi so far? Je pense que Lilia, c'est un champion qui doit être vraiment joué aux limites pour être très viable. De toute façon, en fait, de manière générale, c'est un champion c'est un mêlé squishy AP. Donc, par défaut, qui se joue sur la MS, qui se joue un peu sur le spacing que tu vas mettre entre tes spells. Donc, par défaut, c'est un champion qui se joue aux limites. Le truc, c'est que quand tu es sur scène et que ça fait entre guillemets longtemps que tu n'as pas joué sur scène aussi avec le Covid, etc., forcément, tu es moins en confiance que chez toi ou qu'en solo queue ou qu'en scrim. Surtout en scrim. C'est pour ça d'ailleurs que les joueurs le jouent en scrim, ça se passe bien. Ils arrivent sur scène. Et d'un coup, ils se chient dessus, quoi, concrètement. Ils se chient dessus, et forcément, tu vas moins. Si tu as ce timing d'invade, tu vas peut-être pas le faire parce que on sait jamais, on est en live et tout, je veux pas ruiner la game. C'est ce que j'ai aimé, pour t'interrompre là-dessus, c'est ce que j'ai aimé du côté de Rogue d'ailleurs, parce que au moment où Lilia est à son blue, t'as Finn qui décale, qui va l'emmerder, ça fait qu'elle est obligée de reset, et par la suite, t'as ensuite Inspired, bon, qui rate toutes ses spires, mais qui essaye aussi d'aller le faire chier. Ça me fait penser justement à la game d'hier où comment les Rogues qui ont joué contre TES, si je dis non, Rogue ils jouaient contre Damwon hier. Damwon, ouais. Damwon, où enfin tu voyais dans leur gameplay qu'ils avaient trop peur, quoi. Genre ils étaient. Pour moi, quand t'arrives contre une équipe comme ça, si tu joues classique, tu vas te faire détruire, et si tu joues avec la peur au vent, tu vas encore plus te faire détruire. Donc c'est pour ça que j'avais bien aimé le Vitality rugby. Avec Jizuke, etc. S'ils n'avaient pas peur de rentrer dedans, ils n'avaient pas peur de forcer des actions, et ils n'avaient pas peur en fait de les sortir de leur zone de confort parce que forcément personne joue comme ça, et quand t'as pas l'habitude de jouer comme ça, de toute façon League of Legends c'est qu'un jeu d'habitude, et quand t'as pas l'habitude de face des gens comme ça, tu perds tes moyens, tu perds le contrôle de la game surtout. Alors, la question, avant de passer à la suite, parce qu'on va peut-être parler un peu plus du groupe D, et puis on voudrait parler des régions, de la méta, tout ça. C'est un oui, non. Laure, Rogue va-t-il sortir des groupes? Oui ou non? Ça me paraît chaud, franchement. Ok. En vrai, ça me paraît chaud. J'aimerais bien, mais pardon. ouais. Non, vas-y. Non, mais oui, vas-y. Vas-y, Chap. Je pense que c'est. Moi, je pense que il y a un monde d'écart entre JDG et Damwon et Rogue. Ils sont vraiment beaucoup plus faibles. Je suis d'accord. Si jamais Rogue s'était retrouvé dans un groupe qui était avec un bon niveau, mais peut-être pas aussi corsé, parce que là, je pense qu'il est tombé sur le pire. Peut-être qu'ils auraient pu faire quelque chose, parce que j'ai pas l'impression que rejouer sur scène, ça leur fasse du mal, en fait. Et je vois pas, enfin, comment dire, je pense que on a bien vu Mad Lions au play-in. On n'est pas de ce calibre, on n'est pas de ce côté-là, du côté de Rogue, alors que c'était des grosses questions, parce que c'était deux équipes qui avaient commencé à surperf quand on était passé, bien perf en tout cas, quand on était passé online. Et tu avais toute cette question de la performance awards, parce que les équipes retourneraient toutes sur scène, et on a bien vu ce qui s'est passé avec Mad. Donc je suis contente de voir justement Rogue réussir à performer malgré le fait qu'il soit sur scène. Je trouve qu'il tente des choses, mais voilà, quand tu te prends Damwon et JDG, je pense que c'est aussi compliqué. Et ouais, dans un autre groupe, je leur aurais peut-être donné plus d'espoir. Là, c'est chaud. Clairement. Je suis assez d'accord. Non, moi je suis d'accord avec vous. Après, je n'abandonne pas l'idée que Rogue peut passer, parce que en fait le passage semaine 1, semaine 2, et le fait que la résolution sur un jour, pour l'avoir vécu les journées de tie-break en LCSNA très longues, etc., où tu regardes les équipes les games des autres, la dernière journée de LCS ou de LEC, elle est très particulière. C'est pas une journée comme les autres, et ça se joue vachement sur la journée. Tu vois, moi j'ai eu pas mal de tie-break. Je crois que j'ai eu 3 journées de tie-break dans ma carrière. Et celle où on est passé en play-off, les joueurs, je les ai vus le matin et je savais qu'on passerait, tu vois. Parce qu'ils sont là, ils sont connectés, ils t'écoutent, tout de suite ils proposent des solutions. Donc tu vois, un Rogue qui arrive sur la dernière journée avec une méta, peut-être un pick qui emmerde JDG, qui emmerde Damwon, un backdoor qui va chercher Damwon et qui les emmène en tie-break. C'est pas impossible maintenant. Tu me demandes, je te dis c'est un 90-10 pour il passe pas, mais je n'abandonne pas cette idée dans le sens où
vu que tous les groupes la résolution des groupes se fait sur une journée, je dirais que c'est pas impossible. Pour moi, c'est pas impossible. T'attends ça sur quoi? Sur du cheese ou Pas du ce genre de cheese, choses? juste la storyline on fait une bonne game, on prend du momentum dessus, on se retrouve avec de la confiance, donc on joue plus agressif. Les adversaires jouent un peu plus lentement parce que tu joues agressif. Ça finit en teamfight sloppy, qui est quand même un jardin très très bon pour Rogue, qui joue plutôt bien les teamfights avec les joueurs de mage, etc. Et il passe sur un tiebreaker à 23h là-bas, où tu vois les JDG sont fatigués, et la Chine qui choque. 90-10, mais je veux pas l'exclure. J'exclurais ça. JDG qui choque, ça existe. Hein. C'est En pour ça. LPL, ça existe. Donc bon, rarement. La LPL qui choke au World, hein, ça existe. Alors, plus trop récemment, mais fut un temps, ça existait, quoi. TES qui n'ont pas de choke. On va passer, on va parler un peu du groupe D, groupe qu'on avait abandonné hier. On n'a pas vu beaucoup, hein. C'était seulement la deuxième journée qu'on voyait le groupe de TES, DRX, FlyQuest et Unicorns of Love. FlyQuest qui arrive dans leur game, donc ils ont joué l'avant-dernière game de la journée, et avec une énorme responsabilité, celle d'ouvrir le score de l'Amérique du Nord, qui n'avait jusqu'alors pas gagné une seule game contre Unicorns of Love, sorti du play-in. Des Unicorns of Love qui ont fait une game correcte, mais Power of Evil on a décidé autrement, qu'il va battre son ancienne team. Et dans la suite de la soirée, bien évidemment, on en reparlera probablement un tout petit peu, puisque ce TES qui prend 3 lanes losing et qui va quand même battre DRX après avoir encaissé comme un lourd déficit de gold, mais qui arrive à stall la game suffisamment pour appliquer leurs conditions de victoire. Donc voilà, on se retrouve avec les favoris de chaque match qui gagnent. FlyQuest contre Unicorns, on se rassure du côté de l'Amérique du Nord, Laure, où c'est encore catastrophique. Il y a beaucoup de choses qui sont pas catastrophiques. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, tout est nul. On remballe. Non, bah merci Tristan, quoi. Vraiment, non, Tristan, c'est Power of Evil pour le. Il fait une super gamme. Il fait une super gamme. C'est pas pour. En fait, il joue à 3 contre 5. D'une certaine manière, je trouve. Parce que tu as une top lane qui a été complètement nullifiée, un AD carry qui, à part mettre quelques bullet time de temps en temps, j'ai trouvé vraiment Wild Turtle en dessous. Puis UL, en plus, qui arrive avec une draft qui est intéressante, je trouve, parce qu'ils arrivent avec la main sur Horn, sur Graves, et ils se prennent une Orianna qui est assez safe au mid. Donc, UL qui n'a pas été dégueulasse, honnêtement, au début de la partie, et qui a mis FlyQuest vraiment à mal, et notamment au top, où il y a eu vraiment genre un trou, genre littéralement un trou. Et je sais pas, Syndra en fait, encore une fois, c'est PoE sur ses placements, sur ses roams, qui est allé éteindre des feux de forêt littéralement partout pendant toute la partie. Et je pense que ça a été un gros élément de victoire ici contre eux. Alors, je sais que, comment dire, Chap, toi tu regardes plutôt l'Occident. Je sais pas si tu regardes les NA de temps en temps. Ça m'arrive de regarder les NA. Ouais, ça t'arrive. Moi, j'ai un avis très propre et je pourrais en parler 3 heures des NA, donc je vais éviter d'en parler. Qu'est-ce que tu penses de la région dans ces Worlds et qu'est-ce que tu penses de manière générale du niveau de jeu NA? On veut pas se fâcher. World, non, mais je veux dire, overall, c'est sûr que World, bah voilà, c'est pas une wildcard, mais plus les années passent, plus on s'en rapproche. Overall, je trouve que les NA, il doit y avoir un dysfonctionnement. Je sais pas si c'est le ping ou si c'est la mentalité des joueurs ou quoi, mais peut-être même le fait que le player base soit trop peu nombreuse, mais c'est sûr que c'est la région majeure de loin la plus faible, quoi. Il n'y a pas photo. Je pourrais en parler des heures. Je sais même pas si je suis autorisé à parler de tout. Parce que forcément, j'ai masse d'insight, mais c'est un problème très épineux. Pour parler juste un peu des NA avant de finir sur la dernière game, ce qui est très amusant, c'est que moi, je me gosse presque j'appelle ça le cycle des NA. Donc le cycle des NA, c'est quoi? C'est l'année commence, on a fait venir 2-3 petits nouveaux, il y a 2-3 rookies, on a shuffle un peu les équipes, Steve a dépensé 14 millions pour fabriquer son nouveau Team Liquid, on rentre dans la saison, les mecs font des tier lists, c'est l'année des rédemptions, plus jamais comme l'année dernière. Très bien. On fait le Spring Split, on nous dit les NA sont très forts, etc. C'est plus comme l'année dernière. Bon, peu importe, cette année il n'y avait pas de MSA, donc on n'a pas pu vérifier. L'an dernier, illusion, parce que Team Liquid fait une finale du MSI. Summer Split, tout se passe bien, les NA comme le catch, comme la NFL, tout est centré sur les US, aucun problème.
on les emmène aux Worlds, on a exactement les mêmes problèmes qui ont lieu tous les ans aux Worlds, et tous les ans aux Worlds, après les défaites NA, les mêmes tweets. Les honneurs NA doivent se rencontrer, parler du niveau, mais qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit changer, nanani, nanana. Donc tu vois tout le monde faire y aller de son petit grain de sel sur comment changer, je comprends pas, ils sont trop payés, il faut arrêter d'importer, il faut développer des talents NA, alors que par exemple là on a Spika qui joue, qui avait jamais joué quasiment en compétition, on a Tactical qui joue, donc développer des talents NA c'est fait, et on a, enfin tu vois, après s'ils veulent envoyer Sinan l'année précédente, enfin il y avait quand même eu pas mal des nouveaux talents NA sur ces dernières années, je trouve. Tous les ans il y en a. Monté. Mais a priori, le problème, c'est les imports qui veulent comment dire, la place de nos joueurs 10 fois plus talentueux. Et du coup, on arrive ici. Donc, je sais pas si vous le vivez comme moi, mais c'est vrai que cette espèce de carrousel de discussion sur les NA, moi, il me fatigue presque, parce que bon, j'y ai travaillé. Mais c'est vrai que c'est presque saoulant, quoi. Moi, je pense que c'est un souci d'écosystème aussi. Hein. C'est qu'en Europe, y a énormément de ligues en dessous de la LEC. En NA, t'as les académies et à ma connaissance, il n'y a rien d'autre, quoi. Il y a les académies, le problème, c'est justement ces Ligue 2 en dessous, selon moi, qui sont pas vraiment assez poussées, assez peut-être encadrées par Riot. Honnêtement, j'ai pas du tout assez de connaissances pour savoir comment ça se passe là-bas, mais je sais pas si les ligues régionales, les Américains, le reste du monde ont une certaine connaissance de ça, tu vois. Mais en tout cas, quand je vois la région nord-américaine, j'ai pas l'impression que ça soit un truc qui se développait. Zab, je crois qu'on en a déjà parlé. Tu m'as dit que c'était pas le cas. Donc, tant que ce palier-là de la pyramide, à mon avis, sera pas poussé vers le haut, ça pourra pas non plus bouger. Voilà, peut-être revoir l'import rule. Je sais pas, j'avais essayé de penser à des solutions, mais le truc c'est que à réduire la ligue à 8 équipes, tu vois, parce qu'on arrive dans une situation où tu te fais des playoffs où les 8 équipes passent en playoff sur 10, ce qui n'a absolument aucun sens. Ouais, mais TL a failli perdre contre Immortals en backdoor et il gagne sur un backdoor à 2 PV sur le Nexus, tu vois. Je remets pas en saison régulière. Des équipes qui sont arrivées aux Worlds en tout cas. Genre, pourquoi pas, comme je disais, regarde, en saison régulière, TL a failli perdre contre un Immortals qui venait de mettre quand ils m'ont licencié, ils ont fait passer l'autre équipe. Ils montaient en puissance, TL, sur Summer. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais ils perdent. TSM, qui est le seed numéro 1, ils ont failli perdre aussi contre Immortals, ils se sont fait peur contre Dignitas. C'est-à-dire que n'importe qui, à part Cloud9 qui avait dominé au Spring, n'importe qui peut battre n'importe qui. On a FlyQuest, cette année, je suis désolée, mais ils ont été. Enfin, c'est une grosse montée en puissance. Ils ont été super constants. Et tu vois, encore une fois, on était en train de parler du match FlyQuest contre UOL. FlyQuest, c'est peut-être une des équipes NA en dehors. Enfin, avant de voir TL jouer au play-in, c'est une des équipes NA peut-être que j'attendais le plus haut, même s'ils n'étaient pas seed 1. Je suis d'accord. Voir qu'aujourd'hui, justement, ils galèrent autant à gagner contre UOL. Crédit à UOL qui, pareil, ont été super bons pendant le play-in. Bah voilà, je suis juste déçu. On parlera, je sais pas, peut-être là, je pense pas que ce soit le temps et l'heure pour faire un truc. Si vous voulez un jour qu'on parle un peu plus longtemps de l'Amérique du Nord et pourquoi Gamers Origin Academy pourrait jouer en académie NA, je vous expliquerai. Non, mais c'est vrai. Parce que, mais c'est les joueurs. Je me doute bien que parce que les joueurs, le niveau académique au NA est faible, quoi. Mais en fait, il est surtout très hétérogène. Donc j'ai dit il pourrait jouer, j'ai pas dit qu'il serait numéro 1 et qu'il détruirait tout le monde. Mais tu vois les équipes Académie NA, parfois, c'est des mecs qui jouaient en LCS il y a 6 ans. Notre joke. Là, t'es en train de m'insulter. Hein. Je te rappelle que j'avais dans mon académie au début de l'année, j'avais Gate, Apollo, j'avais. Mais bon, c'est une longue discussion. C'est Soaz, bien évidemment. J'avais Eka en académie. Bref, on en reparlera une autre fois parce que c'est très très long, c'est très épineux, surtout si vous mettez dans le podcast. Donc, étant donné que c'est moi qui hoste celui-là, écoutez, je vais changer de sujet. Je vais faire forceps et on va passer à. C'est juste que c'est trop long et que c'est un nid de. C'est pas le sujet surtout. On va jamais s'en sortir. Je pense que plein de gens vont arriver dans les commentaires. J'adorais t'entendre parler pendant 3 heures et critiquer les NA parce que je trouve ça trop cool. Et peut-être jamais. Voilà, c'est dit. TES contre DRX, dernier match de la journée. TES qui bat DRX avec 3 lanes qui perdent quasiment, mais qui prennent un Nocturne mid Knight qui a l'air de s'affirmer. J'ai l'impression que c'est un peu. Il y a une espèce de dialogue à distance entre TES et Damwon, avec, je dirais, en opportuniste, un G2 qui a l'air de quand même se montrer assez fort dans le groupe A. Regardez les gars, je suis là aussi. Les copains, regardez, j'ai mis mon meilleur chapeau. Chapeau. TES, t'en penses quoi?
Bah, c'est fort, évidemment, hein. Là, cette game, enfin, particulièrement cette game, je dirais que j'ai eu le temps de bien regarder. Euh, T'as parlé du Nocturne qui perd sa lane. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que Nocturne, justement, c'est un gros counter à TF en face de lane. Parce que TF doit jouer très reculé. Sinon, Nocturne, sur un simple go-in, il peut quasiment le tuer parce que voilà, il a son shield qui peut stun la gold card. Et s'il stun la gold card, TF a plus rien pour s'en sortir. Avec le stéroïde de movement speed du Q-spell, il peut carrément aller chercher le kill sur Nocturne. Après, bon, là, à ce niveau-là, en général, ça arrivera pas. Et puis, on respecte beaucoup trop le jungle adverse pour faire ce genre d'action. Mais pareil, la botlane, c'est une botlane qui est censée perdre, mais bah, t'as un time kench et tu peux vachement jouer en réception, jouer sous ta tour. Ils peuvent pas vraiment forcer. Draven, c'est un peu condamné à push sa lane pour refresh ses axes. Je trouve pas que ça soit si dur de jouer ces deux lanes-là. Après, ouais, c'est sûr qu'évidemment, la top lane, il s'est pas amusé quoi, 3-6-9. Il a vraiment, je pense qu'il a passé la pire lane de ses worlds pour l'instant. Mais ouais, je trouve que la draft des top esports est bien plus jouable que tu le dis à mon avis. Ah, mais je parle juste de lanes qui se font push. Après, Oui. je suis pas en train de dire que la draft est injouable, loin s'en faut. Lors DRX, Mhm. donc qui partent sur quelque chose, on s'attend pas à DRX. Quand on regarde un peu la Corée, on se les attend plutôt à être les rogues de la Corée, avec des compos très orientés sur le regroupement et la contestation des objectifs. Là, on prend vraiment Ouais. très fort la priorité de lane, avec un Lee Sin TF qui est censé aller faire exploser des sides qui sont extrêmement volatiles. Est-ce que DRX a pas trop forcé pour essayer de battre TES? Je pense que si, justement. Mais en même temps, je pense que tu es obligé contre TES parce qu'ils ont. Pas de la même manière que Damwon, qui encore une fois sont des ovnis, mais ils ont bien montré qu'ils n'avaient pas peur ils avaient pas peur des skirmishes, ils n'avaient pas peur de teamfights, ils n'avaient pas peur de dive, parce que les dives qu'ils ont mis, genre au bot notamment pendant cette game, c'était assez sale. Mais voyant DRX et la façon dont ils ont joué en Corée cette année, je pense qu'en fait, s'ils avaient voulu jouer leur style de LCK, ils n'auraient pas tenu 20 minutes et que t'es obligé de vouloir forcer et d'essayer de prendre la priorité de lane, pardon, bah pour prendre de l'avance tout simplement. Mais est-ce que c'est un style qui leur correspond? Je sais pas trop. Est-ce que c'est TES qui est pas non plus beaucoup trop fort? Sans doute. Ça n'enlève pas que DRX est une super équipe. Et ici, en tout cas, je suis super contente que ce soit la première équipe qui nous apporte Queen en réponse à Renekton, qui est une réponse que j'aurais attendue bien avant quand même, vu le calibre des top laners qu'on peut avoir dans la compétition. Mais oui, effectivement, est-ce qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis? Peut-être. Faut pas Moi, trop forcer cette fois. je trouve que le pick Draven est vraiment malvenu, hein. Pour le coup, quand t'as un top laner qui va jouer sans TP parce que Ouais. comment la Queen est obligée de jouer cleans, je trouve que le pick Draven est vraiment malvenu. Tu te prends un ulti nocturne plus la TP du top laner, bah, tu peux rien faire, quoi. T'as beau gagner ta lane, t'as un time catch en plus pour y être l'aggro. Je trouve vraiment que là, je sais pas quel pick ils auraient pu prendre, mais Draven, c'est clairement pas. En fait, de toute façon, de manière générale, Draven, tu veux le jouer strong side. Et à partir du moment où tu as une queen top, tu as deux sides qui doivent jouer strong side. C'est assez dur pour le jungle de savoir quel side jouer. Et quand tu as des moyens de forcer aussi fort qu'un Nocturne et une potentielle TP de Renekton, je trouve que c'est très très dur de jouer de strong side. Je suis désolé, j'étais en train de refaire la comptabilité des groupes, des régions. Je suis assez d'accord avec ce que tu disais, mais je pense que enfin, je suis pas un énorme fan du pick Draven. Je pense qu'il est bien dans certaines situations. Moi, Je je trouve que c'est déteste souvent nul. il y a un truc que j'avais appris un peu à mes dépens, c'est que tu draftes jamais deux side lanes qui sont volatiles. C'est un truc qui marche pas parce que ça veut dire que t'as deux sides qui ont besoin de la proximité jungle. Et donc le problème que tu as, c'est que tu crées toujours un weak side sur le side volatile sur lequel tu joues. Mais en fait, tu perds autant, voire plus, sur le weak side, sur le weak side que tu vas créer parce que c'est un weak side volatile. Typiquement, Ouais. je me souviens, je crois qu'on a voulu jouer Draven bot, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, on voulait jouer Draven bot et Irelia top. Et la Irelia C'est s'était fait dive impossible. 12 fois, tu vois, parce que tu es obligé de jouer Oui, autour de ton c'est Draven, tu impossible. vois. Et ben c'est un peu Ouais, je c'est dirais que c'est un normal. peu l'erreur, parce que avoir un clear weak side et un clear strong side, avec ça permet en fait, le fait d'avoir un weak side facile à jouer, type Mordekaiser, type GP, type Horn, même Renekton qui est assez fort en lane, ça empêche l'équipe adverse d'être proactive sur leur strong side à eux, qui est ton weak side. Et ça, c'est probablement une erreur qu'ils ont fait. Je voulais qu'on parle un peu des régions.
si je peux me permettre, à moins que vous ayez encore des choses à dire sur les matchs de la journée précédente, je dirais que les favoris ont gagné. Ouais. Donc, c'est l'état des régions. Alors, je suis en train de faire le compte de l'Europe. L'Europe qui est donc à 3-2 plus Fnatic 4-2, si je me trompe pas. 4-2, ouais, c'est ça. 4-2. La Chine, alors ils en sont où la Chine? Excusez-moi, j'aurais dû préparer mes datas, mais étant donné que je te dis toujours, je me réveille tôt pour faire ça. On est à 3-1. 3-1 plus JDG. On est à 5-2 pour la Chine, parce que l'Europe a joué une game de moins. Et les wildcards, je les ai pas. Donc, pour l'instant, Corée 6-1, si je fais pas de mauvais compte. NA 1-5. Attends, ils ont perdu. Ah oui, ils ont perdu une game maintenant, oui, effectivement. Ils ont perdu. Ouais, contre les Xerix. L'Europe est à 4-2, avec les 2 défaites de. Attends, j'ai peut-être oublié Fnatic. Ouais, j'ai oublié, c'est 5-2 l'Europe. Ok. Je crois. Attends, je refais le compte. J'ai de 2-0. Il y a eu 3 défaites de l'Europe. Hein. Ouais, c'est ça. Rogue a 2 0 défaites de Rogue et une défaite oui. de Fnatic et 0 défaite pour G2. Donc, t'as 2 victoires pour G2, une victoire pour Fnatic. C'est 4. Ouais, une victoire pour Rogue, c'est 4-3. 4-3, autant pour moi. 4-3 et la Chine qui est à 5-2, si je ne m'abuse, avec les seules défaites de la Chine, c'est la défaite de Sunning et la défaite de JDG. Non mais ouais, ils étaient à 3-3 hier. Non, il y a LGD, oh, je sais pas compter. Ils étaient à 3-3 hier, la Chine. 2-2, 4-3. 4-3. Aujourd'hui, la Chine, c'est 2 victoires, donc c'est 5-3. 6-3. 6-3. Ok. Je crois bien. Bon, c'est pas très important. On va parler des régions. J'aurais dû faire ça avant. Je suis désolé, j'ai essayé de le faire à la volée, mais le calcul mental, c'est pas mon fort. Si j'avais fait la ZLAN, ça aurait été une catastrophe. La Corée, de toute façon, et la Chine qui sont loin devant. L'Europe qui essaie de se défendre. La NR 1-5. Qu'est-ce que vous en pensez, notamment du retour de la Corée? Laure, je sais que t'es Corée friendly à fond. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette situation? On aime beaucoup, mais je me rappelle surtout que l'an dernier, les équipes chinoises s'étaient réveillées en 2e semaine, donc j'attends vraiment les matchs retour de ce côté-là. Puis c'est pas comme s'ils étaient dans une situation compliquée non plus. En revanche, à voir à quel point l'Europe arrivera à transformer les bonnes choses qu'ils ont fait sur les matchs retour, mais enfin jusqu'ici, ça ressemble à n'importe quelle première semaine de championnat du monde, à l'exception que les NA performent encore moins bien que d'habitude. Ouais, les NA qui sont... je crois que les NA performent un peu moins bien que le reste du monde. Un peu moins bien que le reste du monde, parce qu'on a quand même Machi qui a pris une game. Ouais, non, ils ont autant de victoires que le reste du monde. Alors, je sais que c'est pas bien de faire le reste du monde parce que la région PCS, tu vois, elle est à respecter. Mais donc, PCS qui sont à 1-4, avec Machi Sport qui est à 1-1 et PSG Talon qui est à 0-3. Donc, ils sont au même nombre de victoires, avec quand même une équipe de moins. Et je peux rajouter en plus dans ce pack les Unicorns of Love qui n'ont pas gagné une seule game. Mais donc, les NA, même résultat en tant que région majeure à 3 équipes que PCS plus reste du monde. Ce qui est assez délicat. Est-ce que TSM va pouvoir le faire demain? C'est une question la question n'est pas vite répondue. C'est quoi les matchs? Il joue qui demain, TSM? Il joue Genji, non? Non, il joue LGD. Ouais, non. Il joue LGD. LGD, ouais. Bon, non plus, malheureusement. Ouais, non plus. De toute façon, dans ce groupe. Par contre, Fnatic Genji, je pense pas que ça passe non plus. Hein, on sait jamais avec Fnatic. Oh, Fnatic Genji, je pense que ça se joue. Hein. Genji a pas montré non plus un visage exceptionnel. Mais... Hein. Ouais, c'est faisable. Hein. Du coup. Ça aide beaucoup Fnatic quand même. On va en parler très rapidement après, après les coups de gueule et les coups de cœur. Coup de gueule. Ah, je peux pas penser. Ah ouais, il faut y penser, Laure. Voilà, faut pas faire comme moi, faut pas arriver en plein milieu du podcast et dire ah tiens, si je fais la somme des victoires et des défaites, parce que ça a l'air d'être une stat intéressante de chaque région. Écoute, je te laisse un peu de temps, Laure, pour parler de ça. Chap, Laure, elle doit le faire tous les jours, donc c'est plus compliqué. Sur la compétition. Sur la compétition depuis le début, donc plus les invités arrivent tard, plus ils ont de matière. C'est quoi ton coup de cœur? C'est quoi ton coup de gueule? Je pense que mon coup de gueule, c'est la méta, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je trouve qu'il y a trop de games qui sont décidés à la draft. Et j'en ai parlé avec Tréton et on en est arrivé à la conclusion, c'est peut-être à cause du manque de pick OP. Mais vous voyez, les picks qu'on doit first pick en fait. Qui en ce moment, bah voilà, c'est super dur de prédire quel pick va être first pick.
on a toujours ces Renekton, etc. Mais c'est pas le pick que tu first pick et tu te dis, ah ouais, en général, ce qui se passe, c'est que le Blue Side, ils ont un first pick OP et en face, ils ont 2 réponses OP. C'était comme ça en tout cas avant. Et là, je trouve que cette année, il n'y a pas trop de picks qui sont loin au-dessus des autres. Et ça fait qu'il y a pas mal de drafts qui sont tellement one-sided que les games sont injouables. Et mon coup de cœur, alors attends, mon coup de cœur, j'y réfléchis. Mais je pense, en tout cas sur cette journée, ça serait le Nocturne Mid. En tant que grand joueur émérite de Nocturne, C'est vrai. je trouve que ce Nocturne Mid, et en plus, je trouve que contre TS, c'est une très très bonne réponse. Et ça fait plaisir de voir, pour le coup, c'est vraiment le pic qu'on n'a pas vu et qu'on verra sans doute plus jamais lors de ces Worlds. Mais ça fait plaisir d'avoir un peu de diversité sur cette mid lane. Laure, coup de cœur, coup de gueule? Ouais. Alors, coup de gueule. En vrai, c'est un truc que je t'avais dit avant le podcast, mais c'est le fait que les interviews soient faites à distance et qu'on soit dépendant de la connexion qu'il y a entre la Chine et Berlin. Parce qu'aujourd'hui, j'avais prévu une interview avec Zoom et j'avais trop hâte de la faire. Parce que pour une fois, dans la game contre JDG, Horn n'était pas ban. On sait que Finn joue Horn et Zoom, c'est un putain de joueur de Horn aussi. Ça n'a pas du tout été pique au profit de Renekton qui a été blind. On avait eu une discussion sur Renekton et notamment la réponse avec Volibear, etc. Donc voilà, je voulais avoir une conversation sur la top lane avec Zoom que je n'ai jamais pu avoir à cause de ces putains de problèmes de connexion et l'interview qui n'a jamais eu lieu. Et coup de cœur, je pense que c'est PoE en vrai sur la journée. Parce que de 1, il gagne sa première game de retour des Worlds contre la première équipe qui l'a fait connaître. Et ça, j'ai trouvé ça vachement cool. Et puis il gagne avec la manière quand même. Il a un peu un V9 toute la game. Il était super content par la suite. Puis bon, enfin, Zab, tu t'en parleras mieux que moi. Hein. T'as bossé avec Tristan, mais c'est vraiment un mec en or et j'étais très très contente de le voir gagner aujourd'hui. Je ne vanterai jamais suffisamment les mérites de Power Evil en tant que joueur. Ça a été un plaisir de travailler avec lui. Et ça fait partie de mes meilleures mémoires en termes de coach. Et ça restera probablement dans les meilleurs joueurs que j'ai jamais coaché. Écoute, moi, coup de cœur, très simple. Mikix. Moi, Mikix me fait... je pensais pas qu'il pouvait monter son niveau de jeu parce que il a eu des fulgurances sur la première année de ce G2 un peu dominant. Ça a été plus difficile l'année dernière. J'ai trouvé que l'année dernière était un peu plus difficile, notamment la fin d'année. Sa finale des Worlds était vraiment pas bonne et là, vraiment, je le trouve complètement broken. Avec des solutions. Les supports sont broken pendant ces Worlds. Hein, ouais, juste. C'est pour ça qu'on l'explique support. Le coup de gueule que j'ai, pour moi, c'est un coup de gueule vis-à-vis de la communauté. J'en ai marre, je disais, de voir le cycle des NA et de voir tout le monde. Oui, les NA perdent. Oui, on sait qu'on n'envoie pas. Les NA n'envoient pas 3 Rolls-Royce, mais comme si la défaite contre Match eSport d'un seul coup, toute la région devait se remettre en question. Mais si les Team Liquid avaient gagné, alors à ce moment-là, en BO1 contre Match eSport, alors à ce moment-là, c'était acceptable. Et je pense que ça fait partie du problème que ça essaye de résoudre, tu vois, tout ce comportement-là. Et du coup, ça nous emmène au match de demain. Avant de faire un léger point méta, les matchs de demain qui vont être extrêmement importants. Retour après une petite pause du groupe C, dernière journée de shuffle, de medley de match, puisqu'après, donc, on aura une résolution par groupe. Demain, on aura le match EU contre NA que tout le monde attend, qui sera à 1h du matin pour moi et donc qui sera le matin pour vous à 10h. G2 contre Team Liquid. Les détruire. Il y a de grandes chances que vous les détruisez. Il n'y aura pas de match. Mais à chaque fois qu'on dit ça sur League of Legends, G2 qui pourrait dire ah mais non mais c'est pas grave, on leur laisse le Twitch Rakan en Red Side alors qu'en Red Side c'est pas du tout la même chose. J'ai l'impression qu'ils ont faim la G2. Ils sont pas dans un mode trop troll de ce que je sais pas. Après tu sais jamais vraiment. On verra. Attention. Sunning okay. Jouera contre les Mochi eSport. Je sais c'est Machi mais j'ai envie de le dire comme ça. DRX FlyQuest, match extrêmement important que j'attendais beaucoup. J'annonce une victoire de FlyQuest. J'annonce une longue game. J'annonce une victoire de FlyQuest. J'annonce une victoire de DRX. Bah oui, c'est sûr, Chap. On se mouille. Chap qui vient dans les podcasts pour nous dire des choses qu'on n'avait jamais entendues auparavant. Quoi. Splitting facts. Splitting facts. Preach, Chap. TES contre Unicorns of Love. Alors attendez, je vous fais Chap. J'annonce une victoire de TES contre Unicorns of Love. Et bien évidemment. Non, le joke, c'est le moment pour que UOL, genre, il donne tout. Ouais. Genre, c'est une équipe qui a été hyper créative dans leur ligue,
qui peut sortir des gros AP bots, des power picks, enfin des secret picks. Pas que ça marche contre TES, mais genre, je veux voir une Albus Nox Luna, tu vois. Faites Genre, rentrer j'attends Liquid, ce quoi. genre de game. Ouais, grave. Brand. Faites rentrer le brand bot. Et on aura le groupe C, le retour du groupe C, comme je le disais, avec Fnatic Genji. Et ouais, c'est important. Jouable, ça, C'est pour important. Fnatic, hein. Tout est jouable dans ce groupe. Tout est jouable, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Et TSM qui jouera contre LGD, Spica qui va jouer contre Peanut. Des LGD qui ont j'ai l'impression qu'ils ont une draft. Ils sont obligés de jouer Kindred, sinon genre leur maison elle explose ou un truc comme ça. Genre ils ont des tocs sur la draft. C'est une journée qui est décisive parce que les NA qui lancent leurs 3 équipes, Fnatic qui a pas le droit à l'erreur, et je pense que pour moi c'est un peu le storyline de demain. C'est est-ce que les NA peuvent le faire, quoi. Pour garder le suspense, il faut que Fnatic gagne contre Genji, qui mettrait les deux à 2-1. Et il faudrait que... Même si TSM gagne, c'est compliqué en vrai. Ils sont à 1-2, ça veut quand même dire qu'à un moment donné... De toute façon, dans ce groupe-là, il y a un moment donné, il faut aller battre LGD et Genji, quoi. Ça ferait taille Genji Fnatic et taille LGD Team Solomid, ce qui serait le meilleur truc avant d'entamer le deuxième round. Parce qu'on on attend des choses atroces dans ce groupe, vraiment. Sachant que journée très très longue. La résolution, des larmes et du sang. Ce sera la 3e résolution, hein. On aura d'abord le groupe A, puis le groupe B, puis le groupe C. La résolution se fait dans l'ordre, donc c'est A, B, C et puis D. Donc ce seront l'avant-dernière journée de la phase de groupe. Petit point méta, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire, je ne veux pas vous couper l'herbe sous le pied. Mais je pense ça va être une journée cool, comme depuis le début. Et on en revient sur le fait que toutes les régions, je trouve, vont envoyer des équipes, même si elles ne performent pas, qui sont intéressantes. Et qu'il n'y a pas, tu sais, comme les autres années où on voit ce match-up, on se dit, oh, fais chier. Et t'es obligé de regarder la game avec le cerveau off. C'est surtout que je trouve que les games qu'il va y avoir demain, elles sont pas annoncées, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de games où ça va être un no match, quoi. Tu le sais déjà, tu regardes l'affiche, tu fais bon, il va pas y avoir de game. Demain, il y a peut-être moyen, c'est Fnatic Genji et les 2 dernières games, il y a moyen que voilà, ça soit. Et DRX FlyQuest. Ouais, groupe C, groupe C, comme d'hab. Il suffit. Zap couché. On passe rapidement, petit point méta, comme on le fait tous les jours. J'essaie de pas trop passer de temps sur les pics, parce que de toute façon, il n'y a pas énormément de pics qui ont été joués. 60, on est passé de 53 à 60, 7 nouveaux pics sur la journée. C'est de la répétition. Les champions les plus présents et les plus bannis. C'est Orianna, de toute façon, Nidalee, Lucian, Renekton, Ornn, on en voit tout le temps. Ashe, Syndra, Graves, TF, Volibear, Shen, voilà, vous les connaissez. Alors, quels sont les points intéressants? Premier point intéressant, Mordekaiser a été joué 2 fois. Il n'a toujours pas gagné. La première fois, c'est la défaite de Liquid. La deuxième fois, c'est la défaite de G2. Probablement pas un trap. Victoire de G2 contre le Mordekaiser des matchs e-sport ce matin. C'est sûrement pas la faute de Mordekaiser en plus, la défaite. Hein. Non. Justement, c'est pour ça. J'allais dire, c'est pas une tendance, tu vois, mais parce qu'il y a que 2 games, l'échantillon statistique est un peu petit. Mais voilà, c'est le seul top laner qui n'a toujours pas gagné dans les top laners. Bon, il y a Queen, mais bon, c'était qu'une seule game, donc je le compte pas. Renekton, qui a un win rate négatif. Il est en dessous des 50%. Maintenant, bon, il faut bien blind quelque chose sur la top lane, et je comprends que ce soit Renekton. Parlons un peu de jungle, parce que je sais que tu connais bien la jungle, Chap. Lee Sin, maintenant, qui a apparu 3 fois et qui est à 0-3 dans cette compétition, est-ce que tu penses que le pick est pas bon, ou est-ce que tu penses simplement que c'était pas les bonnes occurrences pour voir des Lee Sin? Je pense que le pick est fine, mais le problème c'est que Lee Sin contre la bêta, donc actuellement c'est Nidalee, Graves, Lilia un petit peu, Kindred, qui sont peut-être sauf Kindred, qui sont tous des très gros farmers. Et le problème de Lee Sin, c'est que t'as un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si tu plies pas la game, tu vas arriver à un moment où le mec en face va avoir 150 CS d'avance, un peu comme ce qui s'est passé dans la game avec de G2 Team Liquid Sunning. Team Liquid Sunning, SOFM qui finit à 150 CS d'avance contre Broxa. C'est juste le problème, c'est que le perso te force entre guillemets à plier la game rapidement. Et il n'a pas une grosse capacité de farming
par rapport aux autres pics méta actuels. Et puis surtout, c'est un champion en fait. En fait, les champions, il faut forcer 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 le game, forcer le gameplay. C'est-à-dire que tu peux difficilement jouer ça au World, à mon avis, parce que encore une fois, les mecs sont trop shaky, ils sont pas dans leur zone de confort, et je trouve que c'est de manière générale bien plus simple de jouer des champions scaling où voilà Graves Nidalee va faire des full clear, va faire des splits de map, etc., que de sortir un Lee Sin où bah voilà t'es obligé de plier la game en early game, sinon bah tu sais que ton impact va être de plus en plus réduit au fur et à mesure de la game, et tu sais que si le mec en face va avoir 2 niveaux d'avance quoi. Donc, je trouve Ouais, que non, je non, trouve mais que je c'est suis assez dur à d'accord avec sortir toi. quoi. C'était justement la question, bait ou pas bait. Moi, je suis pas convaincu du pick Lee Sin. Je pense que si tu veux jouer très proactif en early et que tu veux des bruisers, je verrais même plus une Elise qu'un Lee Sin, dans le sens où oui, tu te fais complètement outscale, mais tu peux dive. Et tu vois Elise Renek, Elise Volibear, Elise Panthéon avec la botlane si tu veux jouer Panthéon H. Le champion a une date de péremption quasiment à 10 minutes de jeu, mais au moins tu joues ça de la meilleure manière possible avec le Ah, je suis combo d'accord. AP-AD. Mais bon, pour l'instant, c'est pas sorti. Petit point sur le Oriana Syndra, alors, avant de se quitter. Oriana Syndra, maintenant qu'ils sont à 16 games, ça commence à faire beaucoup, hein, 16 games. On a un bel échantillon statistique avec des équipes différentes qui l'ont joué. Et nous sommes J'ai donc les stats, donc nous sommes à ok. Je sais pas 3-16. si tu l'aimes. Non, on est à Bah ouais. 3-16 pour Oriana Syndra. Alors qu'en face, on a Lucian 100% de win rate, TF 2 sur 3, Galio 100% de win rate, 700% de win rate. J'ai l'impression que être le counter pick mid, parce que c'est pas des blind picks, là, tout ce que j'ai annoncé qui ont des 100% de win rate, à part Lucian, j'ai l'impression que être du côté du counter pick, et c'est le gros paradoxe, c'est que Oriana Syndra, qui sont généralement des blind picks, donc blue side, sont à 3-16, et le blue side à 61% de victoire. Alors, Blue Side ou Red Side? Parce qu'honnêtement, j'en ai vu des deux côtés. Mais moi, ce que je comprends pas trop. Enfin, ouais, c'est un bon blind pick. Donc, en même temps, tu te dis que ça va être une lane safe, mais ça devient plus un bon blind pick, en fait, je pense. Soit si tu veux vraiment jouer ce champion-là et t'assurer, genre, une lane qui soit solide ou une prio, tu le draftes plus tard. Mais je sais pas, j'ai l'impression que vu à chaque fois, chaque endroit où c'est drafté, donc à savoir en première rotation, tu vas forcément te prendre un counter pick de l'autre côté qui va venir du red side et genre ça ne marche pas. Donc je sais pas s'il faut bannir ces champions, je pense que non. Mais ou alors. Et encore, les Syndra qu'il y a eu aujourd'hui, il y a eu des ban échos qui sont partis. On en parlait hier notamment. Donc je sais pas. Est-ce que c'est un bait en fait, tout simplement? Est-ce que Je, c'est un faux bait? Je sais je ne pas. comprends pas, et peut-être que je suis idiot, mais je ne comprends pas quand tu as des pics comme Camille, quand tu as des pics comme Volibear, quand tu as des pics comme Seth, qu'un champion comme LeBlanc, qui a un match-up positif contre Oriana en trade, quand tu as des junglers qui sont extrêmement agressifs. Alors, tu as beaucoup de junglers AP, mais par exemple, Lee Sin marche très bien, Kindred marche très bien, Grave, c'est OK, c'est pas le mieux, mais c'est OK. Je ne comprends pas que LeBlanc ne soit pas joué. Parce que c'est des match-ups qui sont. Enfin, mais il y a Je probablement une sais pas bonne comment raison. elle est en termes de patch, le blanc sur patch, Ils l'ont honnêtement. pas Je nerf. saurais pas te C'est le dire. même Ok. champion. C'est le même Oui, c'est champion. le même champion. Et Ok. on a vu Zoé aujourd'hui qui a gagné. Zoé, il On n'y a a vu aucune Azir, raison. pourtant. Ouais, c'est Azir qui a toujours pas gagné. On a vu Zoé Ouais, c'est logique. qui a gagné, et je pense que Zoé, c'est un pick qui est complètement fine. Le blanc, c'est complètement fine. Je les attends pour la suite de la compétition. Il n'y a aucune raison probante, si ce n'est que le blanc force un jungler AD. C'est la seule raison. Ouais. Mais le blanc et Karim, C'est pas c'est grave. quelque chose. Les gars, le blanc et Ouais, mais Karim, Karim, il a Ah, le blanc disparu de la Licine. circulation. Hein. le blanc Lysine, le blanc et Donc, Karim, le blanc Graves, le blanc Kindred. et Karim, il a été joué une fois, il a perdu. Il a Ouais. été ban 2 fois, mais sinon, on le voit pas. Hein. Mm. C'est vrai. Shen et Karim, pareil, Shen qui est complètement banné, qui a toujours pas été pick au top du tout. Après, il y a 11 bans de Shen, mais qui a toujours pas été Il y pick. a pratiquement toujours un ban de chaîne. Honnêtement. Ouais, mais bon, 11 bans, c'est pas toutes les games non plus, quoi. On en a vu, enfin, c'est 11 sur 12. Donc, il était open Aujourd'hui, il une y en fois. a eu pas mal. Quand même. Ouais, ouais. Donc, voilà un petit peu le point méta sur le support pour passer comme ça en revue rapidement. Les champions qui gagnent, c'est Seth, Rakan, Panthéon, très fort. Leona, Tamkench, Bard, pareil, ça se passe très bien. Beaucoup moins bien pour Nautilus, Thresh, Alistar. Champion Hook, pas super bon. Chap, Bah, tu penses que ça a disons rien à voir? que non, je pense pas vraiment qu'il y a une corrélation entre les champions ou pas. Juste la méta support actuellement, on voit beaucoup de Panthéon et je me demande pas si Panthéon serait
En fait, je me demande si Panthéon serait pas une trop bonne réponse à ces champions hook, quoi. Genre, tu prends le hook, tu mets ta forme de Counter-Strike, là, et puis tu peux prendre le trade après, quoi. Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, voilà, on aura probablement des réponses. Ce serait bien, Laure, si tu as une petite interview avec un support demain, ou même en off, que tu poses un peu les questions, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident du monde extérieur de confronter les stats avec le feeling des joueurs. Mais voilà, en Sur tout cas. la force du poste de support? Non, plutôt Sur pourquoi Nautilus, qui a été dominant quasiment les 2 dernières années, pourquoi Thresh, Ouais. qui a été blind pick toute l'année, Alistar, je comprends mieux, se retrouve avec des win rates Thresh, il dégueulasses. continue d'être pas mal ban en plus. Hein. Ouais, C'est ça que je comprends pas. et il n'y a pas trop de victoires, donc ce serait intéressant d'avoir au moins l'explication un peu posteriori d'un joueur, même si ça reste. Enfin, les joueurs se basent surtout sur le ressenti. Je pense que ça serait pas mal de regarder avec quoi ces pics sont pairs. Parce que je me demande si c'est pas non plus beaucoup mis avec des pics comme. Enfin, avec une Senna notamment. Parce que Thresh, Senna, je crois que c'est des trucs qu'on a pas mal vus. Senna qui gagne pas pour les raisons dont on a parlé hier. Et on a des pics qui sont pas mal utilitaires, qui peuvent grab certes, mais qui sont stuck sur leur lane dans un jeu où on aime bien être mobile sur la bot lane ou essayer de créer du jeu ailleurs. Donc je sais pas, je me demande s'il n'y a pas une corrélation avec Senna. C'est vrai que tu parlais d'Al Leblanc, mais j'y ai repensé, et avec la méta, avec des gros carry squishy jungle, je me demande pourquoi on voit pas plus d'assassins, genre de Z, pas de Talon, parce que Talon, c'est autre chose, mais c'est vrai que Z Leblanc, je sais pas, mais des Z Leblanc dans une méta où t'as un mec à one shot au mid, un mec à one shot dans le jungle, ça me semble pas non plus déconnant, quoi, donc je sais pas. On verra. J'ai pas la réponse. Pour moi, le fil rouge, de toute façon, en termes de méta, c'est le point Orianna Syndra, qui, comme je disais, sont à 3-16. Et ça commence à se voir. Mais pas de réponse, pas d'adaptation. Peut-être demain, une réponse. Et nous y voici. Nous y voici à la fin. Ça fait déjà une bonne heure qu'on cause. À moins que vous ayez un sujet qui soit pas pourquoi les NN performent pas au Worlds, qui prendrait 4 heures, qu'on peut couvrir en 3 minutes. Ouais. Je pense que comme ça chaque année, je pense que ça va se décanter. La méta va se décanter surtout au quart de finale, quoi. C'est ça, pendant les VO, il va y avoir tout ce mind game de counter pick au fur et à mesure des drafts. Je pense que c'est là que tout va se décanter et qu'on verra un peu des nouveaux champions, si on doit les voir. Mais pour l'instant, à mon avis, cette dernière journée, ça va être, à mon avis, du classique. Peut-être les matchs retour, pourquoi pas quelques pics originaux. Mais à mon avis, ça sortira pour les quarts. Ouais, je suis assez d'accord. De toute façon, c'est généralement comme ça que la méta évolue. On se souvient, par exemple, le meilleur exemple, c'est 2016 avec le MF Zaira qui était devenu complètement. Quelle année glorieuse! Très grande année de League of Legends. Merci à Orox Tiger. Avec 2017 qui avait mis l'Ardent Sensor pour tout gâcher. Ça, c'était l'enfer. On arrive à la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis, si vous avez tout suivi. Merci Chap de nous avoir rejoints pour cette heure. Toujours un énorme plaisir de t'avoir. Très clair. Merci à vous pour l'invitation. Et toujours très intéressé. Tu fais partie des gens qui sont dans l'influence sur League of Legends en France, mais qui ont le mérite de s'intéresser aux questions de fond sur le jeu et de vraiment t'intéresser au match-up, etc. Et c'est vrai que tu as une vraie plus-value. Merci à toi, Laure. Par le jeu. Merci à toi, Laure, de nous rejoindre comme tous les jours. Demain, je viens avec des réponses sur les pics qui sont problématiques. Exactement, parce que c'est vrai que la question n'est pas vite répondue. Et on se retrouve demain. Je sais plus qui est l'invité demain. Je sais pas si on a encore. Demain, c'est Eka. Ah oui, on a Eka demain. On a Eka Hoon qui vient, qui va nous parler de pourquoi les NS sont pas bons et pourquoi importer c'est une mauvaise. Parler de la midline, ce sera parfait. Non, mais c'est parfait, exactement. Et ben on a Eka demain, voilà, parfait, juste après la dernière journée des matchs allés. Merci encore une fois d'avoir suivi, lâchez des coms, partagez, parlez-en à votre mère, à votre oncle, n'hésitez pas, lâchez des coms. Je suis reparti en 2003 là. Les pouces bleus. J'adore le lâcher des coms. Et on se retrouve demain, passez une bonne journée, ciao ciao.